Coucou mon petit rayon et bienvenue dans ton webinaire Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires. Allez, c'est parti. Alors, je me présente, moi c'est Jessica. Tu peux aussi m'appeler Suna, qui est un pseudo qui me plaît particulièrement et qui signifie solaire en espéranto. Sache que j'ai 45 ans, j'ai été soignante pendant presque 20 ans et ma carrière de soignante a dû s'interrompre suite à un accident et j'ai cherché le moyen tout simplement de pouvoir continuer à aider mon prochain à aller vers du mieux-être d'une autre manière. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer un programme de développement personnel qui associe mes connaissances en psychologie, dont j'ai un diplôme, avec le développement personnel, la spiritualité et l'ésotérisme, les arts divinatoires. Je trouve que tous ces outils se marient parfaitement pour offrir à mes consultants une prise en charge, mais vraiment globale, sur tous les plans de leur personnalité. Alors, ma méthode en 4 étapes. 1. Identifier ces problématiques. 2. Formuler clairement ces problématiques. 3. Répondre à ces problématiques. Et 4. Implémenter les réponses obtenues. Alors là, on voit quelqu'un qui semble être en plein questionnement existentiel, qui se gratte la tête. Alors, si tu es dans ce cas, sache que tu es au bon endroit pour démarrer. Alors, premièrement, identifier les problématiques. Les signes que nous ne sommes pas sur le bon chemin sont être en dissonance cognitive, on va expliquer ce que c'est, ne pas être congruent, ne pas vivre en fonction de nos valeurs et rester dans une situation qui nous fait souffrir. Alors bien sûr, c'est certainement non exhaustif, mais je pense que déjà, si on prend conscience de ces 4 points, c'est déjà pas mal pour avancer, amorcer une progression, une évolution. Alors, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est un concept de la psychologie qui décrit le malaise ou la tension interne qu'une personne ressent lorsque ses croyances, attitudes ou comportements entrent en conflit les uns avec les autres. En d'autres termes, c'est une sorte de désaccord mental qui survient lorsque quelqu'un est confronté à des informations ou des situations qui contredisent ce qu'il pense ou fait déjà. La dissonance cognitive peut être inconfortable et les individus cherchent souvent à réduire cette tension en ajustant leurs attitudes, leurs croyances ou leurs actions pour les rendre plus cohérentes entre elles. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à de nouvelles perspectives qui viennent contredire vos schémas de pensée, qui viennent les réactualiser, que vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez dans l'erreur, c'est difficile de l'admettre et de s'aligner avec
cette nouvelle façon de concevoir, de faire, de percevoir la réalité, ça peut être très perturbant et mettre très mal à l'aise. En tout cas, c'est un signe que nous ne sommes plus en phase avec ce que nous vivons. La congruence. Alors, la congruence se réfère à l'harmonie et à la cohérence entre différents aspects de soi-même, tels que les pensées, les paroles et les actes. Lorsqu'une personne est congruente, ses différentes parties se fondent de manière fluide et harmonieuse, ce qui crée un sentiment d'authenticité et d'intégrité. Par exemple, une personne congruente agira en accord avec ses valeurs et ses croyances, exprimant ses émotions de manière appropriée et cohérente avec les situations, et alignant ses actions sur ses paroles et ses paroles sur ses pensées. En d'autres termes, la congruence implique une harmonie interne qui se reflète dans le comportement et l'expression externe d'une personne. Ne pas être congruent est donc un symptôme de mauvais positionnement dans une situation et dans notre vie en général. Vous ne pouvez pas être bien, mes petits rayons, si vous ne faites pas ce que vous dites et que vous n'exprimez pas ce que vous pensez réellement. Il faut que vos paroles soient le reflet de vos pensées en toute authenticité et que vous agissiez en fonction aussi de l'expression de cette pensée. Que tout s'aligne, que tout soit cohérent. Je pense ça, j'exprime ça. Je ne vais pas exprimer autre chose. Et si j'exprime ça, je vais agir dans le sens de ma parole. Tout va converger. Pensée, parole et action. Tout doit converger, tout doit être aligné pour que l'on se sente vraiment bien, en paix. C'est la meilleure façon d'être le plus authentique possible. La pyramide de Maslow. Alors Maslow, il a fait cette pyramide pour présenter sa façon de voir les différents besoins d'un humain. Alors vous pouvez vous amuser à y travailler dessus, à y reporter vos propres besoins et voir s'ils sont satisfaits. Et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez même commencer déjà à réfléchir pour trouver des solutions, pour tout simplement les combler, pour être tout simplement mieux dans votre vie. Alors, en général, si l'on respecte ses besoins, on vit en accord avec ses valeurs, avec ses principes. Quand on respecte ces besoins-là, on est complètement en accord avec nos valeurs, avec nos principes, avec ce qui compte pour nous, et ce qui est essentiel à nos yeux. Alors, en bas de la pyramide, il a mis les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Ça, c'est les besoins primaires, vitaux. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. On doit se sentir en sécurité, protégé du danger, que ce soit sur le plan physique
ou émotionnels. Ensuite, il y a les besoins sociaux, le besoin d'appartenir à une culture, à un groupe, le besoin d'avoir des activités en interaction avec d'autres, le besoin de pouvoir exprimer son amour et d'être aimé en retour, le besoin d'avoir un cercle d'amis, même si c'est peu, même si c'est 2 amis, mais c'est fondamental. Ensuite, il y a le besoin d'estime de soi. Et ça, il vient quand on se respecte, quand on fait aussi respecter ses limites et ses besoins en se positionnant. Et on se sent aussi en, en estime de soi. On a ce sentiment d'estime de soi lorsque l'on se sent reconnu par nos pairs. Alors, le dernier échelon de la pyramide, c'est la réalisation de soi. C'est là-dedans que l'on va trouver la croissance, le développement personnel et l'accomplissement. Ça peut passer par exemple, une quête spirituelle. Ça peut passer par tout un tas de choses. C'est très personnel à chacun. C'est vraiment très subjectif. Ça dépend de chacun d'entre nous. Ensuite, le schéma répétitif. C'est un modèle ou une tendance persistante dans le comportement d'une personne. Ces schémas peuvent être observés dans tous les domaines de la vie. Les schémas répétitifs sont souvent inconscients et peuvent découler de divers facteurs tels que l'éducation, les expériences passées, les traumatismes ou les croyances profondément enracinées. Par exemple, une personne peut être encline à choisir des partenaires qui reproduisent des schémas de relations toxiques similaires à ceux vécus dans son enfance. Reconnaître et comprendre ces schémas est souvent le premier pas vers la croissance personnelle et le changement positif. Une fois identifiés, il est possible de travailler sur ces schémas pour les modifier ou les transformer afin de favoriser des comportements plus sains et plus gratifiants. Cela peut se faire par le biais de la thérapie, de l'autoréflexion ou introspection, ou encore d'autres méthodes de développement personnel. Alors, voilà, c'est ces schémas répétitifs qui font que l'on reste enlisé dans des situations qui, malgré tout, nous portent préjudice, mais on continue, on répète. Donc, il faut en avoir conscience pour casser ces schémas-là et s'en sortir tout simplement. Alors, les causes de ces problématiques, là, on vient de voir quelles étaient les principales problématiques. Là, on en voit les causes. Alors, c'est un manque de connaissance de soi, bien souvent, un manque d'affirmation, de positionnement de soi, un manque de confiance en soi, ou encore tout simplement un manque d'amour de soi. Pourquoi est-ce important de les conscientiser? Alors, parce que c'est le point de départ de votre cheminement et de votre progression. Vous ne pouvez pas déterminer votre itinéraire vers la destination souhaitée si vous ne connaissez pas votre position actuelle.
You are here. Excusez-moi l'accent. Je n'ai pas un très bon accent. Voilà, une photo qui illustre ces propos et qui vous dit que vous êtes ici. Donc, si ces points évoqués précédemment vous parlent, si vous vous êtes reconnu, c'est que là, vous êtes sur la ligne de départ. Il est temps de progresser, d'avancer. Vous n'êtes plus à la bonne place. Alors, en quoi peuvent nous servir les arts divinatoires à cette étape? Alors ça, c'est une très très bonne question. Les arts divinatoires peuvent servir de miroir introspectif pour nous aider à identifier et à comprendre nos problématiques personnelles, un peu à la manière des tests projectifs en psychologie, en se plongeant dans les symboles et les archétypes des arts divinatoires. Nous pouvons voir des reflets de nos propres luttes intérieures et de nos défis non résolus. Ces outils offrent un langage symbolique puissant qui peut résonner avec notre subconscient, mettant en lumière des aspects de nous-mêmes que nous pourrions ne pas avoir pleinement reconnu ou compris. En examinant attentivement les messages des cartes et des astres, nous sommes invités à réfléchir à nos propres schémas de pensée, émotions et comportements, nous offrant ainsi une perspective nouvelle et éclairante sur nos problèmes personnels. De cette manière, les arts divinatoires peuvent jouer un rôle précieux dans notre cheminement vers la connaissance de soi et le développement personnel. Alors, comme je le dis dans ce texte, en fait, je considère les arts divinatoires, notamment les oracles, au travers des guidances, un peu comme des tests projectifs. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le test des tâches en psychologie, le Rorschach. On vous montre des taches d'encre et vous devez exprimer ce que vous y voyez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est votre réponse. Eh bien, c'est un peu pareil dans les arts divinatoires. C'est un peu pareil lorsqu'on fait une guidance, lorsque vous faites une propre guidance pour vous-même. C'est-à-dire que vous allez interpréter le message des cartes, par exemple, ou des runes, ou de n'importe quel autre outil, en fonction de votre perception de votre environnement, de votre réalité, à l'instant où vous faites cette guidance. Vous allez projeter vos propres craintes, vos propres doutes dans l'interprétation que vous allez faire. Et c'est en cela que ça peut vous aider à mieux vous comprendre. Les cartes, elles vont vous dire, voilà ce que actuellement là, voilà ce que tu ressens. Si tu penses que j'exprime ça, si ça te parle, si ça fait écho, c'est parce que c'est comme ça que tu te sens. À travers le message des cartes, c'est ce qu'on cherche à vous dire. Quelque part, il y a une partie subjective. Je parle pas des prédictions, hein. Je parle pas des tirages à but de prédire l'avenir. Je parle des guidances. Il y a une part subjective lorsque vous le faites à vous-même. Je ne parle pas quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait. Parce que moi, je vais vous apprendre à les utiliser vous-même pour vous auto-guider. Et quelque part,
Eh bien oui, ça va agir comme un miroir. Ça va vous montrer vos émotions, ça va vous montrer ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous. Et comme un ami me le disait, ben si vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez que vous êtes mal coiffé, vous n'allez pas essayer de passer le peigne dans votre reflet. Vous allez agir sur vous. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil, vous allez agir en profondeur. Allez, on continue. Bla 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 bla. Alors, en fait, cette photo illustre le fait qu'il qu'il faille formuler correctement nos demandes, nos questionnements, parce qu'on ne peut pas obtenir de réponse claire si la formulation n'est pas bonne, si elle n'est pas suffisamment précise. Alors, de formuler clairement, c'est problématique. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, que signifie formuler clairement une problématique? Alors déjà, c'est être concis, être focus sur une question bien précise, inclure des précisions comme une échéance de temps, par exemple, ne pas utiliser une formulation qui suggère déjà la réponse. Alors, on va reprendre tous ces points en détail. Être concis. Être concis signifie s'exprimer de manière claire et précise en utilisant un minimum de mots pour transmettre une idée ou un message. Cela implique de ne pas inclure d'informations superflues ou redondantes, mais plutôt de se concentrer sur l'essentiel afin de communiquer de manière efficace et sans ambiguïté. Être concis est une compétence précieuse dans la communication écrite et verbale, car cela permet de transmettre l'information de manière rapide et facilement compréhensible, tout en évitant de perdre l'attention de l'interlocuteur. Et c'est tout aussi important si vous cherchez des réponses en vous-même ou si vous cherchez des réponses en une instance supérieure, on va dire Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, il est tout aussi important de bien formuler vos questions, vos demandes. Sinon, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Vous ne serez pas éclairé. Être focus sur une question bien précise. Oui, je sais, c'est difficile de ne pas s'éparpiller, de ne pas, surtout qu'on est dans une société où on nous surexpose à beaucoup de stimulation et du coup, on peut être amené à partir dans tous les sens. Alors, être focus sur une question bien précise, cela signifie de ne pas poser plusieurs questions en une comme vais-je réussir mes études, trouver un travail dans mon domaine, quand, pour quelle entreprise? Ça, voilà. Il faut vraiment, si vous voulez obtenir une réponse, être le plus précis possible. Inclure des précisions comme une échéance de temps. Alors, ne pas poser de questions vagues comme vais-je me marier, mais plutôt vais-je me marier avec un tel dans les 6 mois à venir. Par exemple, dans le premier cas, ça peut être seulement dans des années avec une personne encore inconnue. Ce sera alors
positif, alors que ce n'est pas exactement la question que vous aviez en tête. Voilà, vous, ce que vous vouliez savoir, c'est si vous alliez bientôt vous marier avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple depuis longtemps. Et voilà, c'est pas, vous vouliez pas savoir si vous alliez vous marier un jour avec je ne sais pas qui. Donc c'est très très important là ce qu'on dit. Il faut vraiment apporter des précisions. Par exemple, est-ce que je vais acheter une maison? C'est pareil. La réponse peut être positive, mais si ça se trouve, vous serez propriétaire dans très longtemps. Si vous avez déjà visité un lieu et que vous avez envie d'acheter cette maison et que la question c'est est-ce que je vais avoir les moyens d'acheter cette maison, ne posez pas la question vais-je acheter une maison? Demandez vais-je mon crédit pour acheter cette maison en particulier va-t-il être accordé? Voilà l'idée. On continue. Ne pas utiliser une formulation qui suggère déjà la réponse. C'est notamment le cas des tournures négatives comme ne serais-je donc jamais heureuse? Un tel qui me plaît ne me remarquera donc-il jamais? Le divin, l'univers, peu importe vos croyances et comment vous l'appelez, ne comprend pas la négation. En posant ces questions, vous suggérez que vous n'obtiendrez pas une réponse positive, que vous vous attendez à une négative. Pareil, en posant de nombreuses fois et de façon rapprochée la même question, vous lui envoyez comme signal que la première réponse obtenue ne vous convient pas et on risque de vous en fournir une erronée mais différente. Voilà, je pense que c'est assez explicite. En clair, on vous suggère de ne pas utiliser de négation, tout simplement, parce que ça n'est pas compris par les instances supérieures, peu importe comment vous les concevez, et surtout de ne pas répéter tous les jours, de poser tous les jours la même question, vous faire vite fait un petit tirage tous les jours, à savoir quand votre ex va revenir. Non, 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 non. Ça, c'est inutile. Parce que si vous le faites trop souvent de façon très rapprochée, si vous reposez exactement la même question, vous allez finir par biaiser la réponse. Comme je le dis dans ce texte, vous envoyez un signal comme quoi la réponse que vous avez obtenue, puisque vous reposez sans arrêt la question, c'est que la réponse ne vous a pas convenu. Alors on va vous en donner une autre. Tout simplement. C'est tout bête, mais et du coup, ben, ce sera pas forcément la réponse la plus judicieuse, la plus vraie. Pourquoi est-ce important de bien formuler ses demandes? Alors, c'est important pour obtenir des réponses claires et adéquates, que ce soit dans notre communication avec les autres, notre dialogue interne, pardon, avec notre intuition, ou lors de demandes plus subtiles au travers des arts divinatoires, de prières, d'application de la loi d'attraction, que ce soit une question, une demande pour obtenir quelque chose, ou la simple expression de nos besoins pour s'affirmer et les faire respecter par autrui, le principe est le même. Surtout, n'oubliez pas de remercier et d'être dans la gratitude pour l'obtention de ce que vous réclamez, même si la réponse n'est pas instantanée. Alors, oui, mes petits rayons, il y a deux choses
dans cette conclusion, il y a deux choses. L'une, c'est que pour que nos demandes soient comprises, soient compréhensibles, il faut qu'elles soient bien formulées. La deuxième, c'est qu'elles soient formulées avec gratitude. Même si on réclame quelque chose et que l'on n'a pas encore la certitude de l'obtenir, il faut être dans ce sentiment de gratitude et déjà être reconnaissant, remercier pour ce que l'on demande, comme si nous l'avions déjà. C'est la preuve de notre foi, c'est la preuve qu'on a confiance et qu'on sait que ce qu'on fait n'est pas vain et qu'on va obtenir ce que l'on a réclamé. Donc c'est important, c'est important. Voilà, une très très belle image qui pour moi symbolise tout simplement la gratitude, les bras grands ouverts pour dire merci, j'accueille. Voilà. Alors, la place des arts divinatoires à cette étape. La formulation de questions précises et claires est cruciale dans la pratique des arts divinatoires car elle détermine la qualité et la pertinence des réponses obtenues. Des questions vagues ou ambiguës peuvent conduire à des interprétations floues ou peu utiles. En articulant soigneusement nos interrogations, nous orientons notre intention vers des réponses spécifiques, ce qui permet aux outils divinatoires de fournir des insights plus précis et éclairants. De plus, les arts divinatoires peuvent nous aider à nous interroger dans le bon sens en nous incitant à réfléchir profondément sur nos préoccupations et nos objectifs. En posant des questions réfléchies et significatives, nous sommes encouragés à explorer nos pensées, émotions et motivations de manière plus approfondie, ce qui nous aide à mieux comprendre nos propres besoins et désirs. Ainsi, les arts divinatoires agissent non seulement comme des outils pour recevoir des réponses, mais aussi comme des catalyseurs pour stimuler notre réflexion et notre croissance personnelle. Alors, déjà une formulation claire et précise permet une réponse tout aussi claire et précise qui nous sera utile. Et de deux, ce travail que l'on effectue pour trouver la bonne formulation nous pousse à analyser quelle est notre réelle demande. Et c'est déjà une très grande part du travail pour atteindre nos objectifs. Voilà, eh bien, on illustre les questions, les questionnements, leur formulation avec cette photo qui nous montre en définitive que c'est la question, la façon dont on va la poser qui va nous donner la direction qui va nous orienter dans la bonne direction. Alors 3, répondre à ces problématiques. Alors là, on va maintenant voir et comment on va pouvoir répondre à ces questions.
quelle réponse on va pouvoir obtenir par tout le travail que l'on aura fait en amont. Alors, comment nous répondons? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Les réponses qui sont déjà en nous et dont on va prendre conscience, les signes et les présages que l'on met sur notre chemin, les guidances et prédictions. Donc là, les guidances et prédictions, c'est les signes et les présages, ce sont des indices que l'on met sur notre chemin sans qu'on les ait réclamés pour nous aider à trouver la bonne direction. Les guidances et les prédictions, ce n'est pas la même chose, c'est voulu, c'est conscient. On fait la demande d'être guidé, on réclame une réponse. Et ensuite, il y a encore une autre forme de réponse, les réponses fermées, oui ou non, tout simplement. Alors, on va parler premièrement des réponses qui se trouvent déjà en nous. En se plongeant dans un état de conscience altéré, comme au cours d'une séance de visualisation, de méditation, d'hypnose ou par les rêves pendant le sommeil, les réponses que nous connaissons déjà peuvent jaillir et se révéler à notre conscience. Voilà, je pense que c'est d'une simplicité. En fait, en vous ouvrant à la spiritualité, en vous ouvrant aux arts divinatoires, vous vous placez dans un état de conscience différent de votre état habituel. Vous allez être plus vigilant aux signes, plus observateur des symboles. Et cet état de conscience légèrement différent va vous permettre d'avoir accès à des informations qui, naturellement, ne vous sauteraient pas aux yeux, qui, naturellement, ne se présenteraient pas à vous. Les signes et présages. Alors, les signes et présages sont des manifestations symboliques ou des événements qui sont interprétés comme des messages significatifs, souvent d'origine divine ou spirituelle, selon différentes traditions et croyances. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes, telles que des coïncidences remarquables, c'est ce que l'on appelle la synchronicité, des rencontres fortuites, des rêves étranges ou des phénomènes naturels inhabituels. Dans de nombreuses cultures, les signes et présages sont considérés comme des guides ou des avertissements de forces supérieures, offrant des indications sur les choix à faire, les décisions à prendre ou les événements à venir. Ils sont souvent interprétés à travers des systèmes symboliques spécifiques tels que la numérologie, l'astrologie ou les cartes divinatoires afin de déchiffrer leur signification et leurs messages cachés. Bien que leur interprétation puisse varier selon les individus et les contextes culturels, les signes et présages sont souvent perçus comme des moyens de se connecter avec le monde spirituel et de trouver des réponses aux questions existentielles. Alors, on continue. Les guidances et prédictions.
Les guidances et prédictions sont des pratiques courantes dans le domaine des arts divinatoires, visant à offrir des conseils et des aperçus sur divers aspects de la vie d'une personne. Les guidances consistent généralement en des conseils intuitifs ou des orientations spirituelles offertes par un praticien expérimenté, basées sur une connexion intuitive avec des forces supérieures ou des guides spirituels. Ces conseils peuvent aider à clarifier les défis, à explorer les opportunités et à prendre des décisions éclairées. D'autre part, les prédictions se réfèrent à des anticipations spécifiques concernant des événements futurs, souvent basées sur l'interprétation des symboles, des cartes ou des configurations astrologiques. Bien que les prédictions ne garantissent pas l'avenir, elles peuvent fournir des indications utiles pour naviguer dans la vie avec plus de clarté et de confiance. À travers les guidances et les prédictions, les arts divinatoires offrent un moyen de mieux comprendre le présent et de se préparer aux défis et opportunités qui peuvent se présenter dans le futur. Alors, il y a quelque chose de vraiment essentiel sur lequel je voudrais revenir. C'est sur l'importance de prendre conscience que l'on a toujours notre libre arbitre. Les prédictions ne désignent pas un avenir qui est immuable. Tout n'est pas écrit dans le marbre. Vous avez toujours votre libre arbitre. Lorsque l'on vous fait une prédiction, on vous donne la probabilité la plus importante, le cours des événements qu'il est plus probable d'arriver je me suis mal exprimée. Le cours des événements qui sont les plus susceptibles de se produire en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous posez la question. Après, il faut savoir qu'il y a une multitude de possibilités. On vous montre le chemin le plus probable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas d'autres détours ou d'autres destinations. Alors, prenez conscience que vous êtes toujours maître de votre existence, quelles que soient les prédictions qu'on vous fait. Par exemple, si on annonce à quelqu'un, à un étudiant qu'il va réussir ses examens, qu'il nous pose la question à savoir est-ce que je vais réussir mes partiels et qu'on lui dit oui, si en partant du principe qu'on lui a dit oui, il ne travaille plus, il va foirer ses examens malgré tout. Et après, il ira se plaindre auprès de la personne qui lui avait prédit qu'il obtiendrait son diplôme. Et à contrario, si on lui dit que non, c'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, si on le prévient qu'il est susceptible d'échouer, c'est que il est encore à temps de rectifier le tir. Sinon, ça servirait à rien d'annoncer des choses un peu négatives, péjoratives, si on pouvait pas avoir un impact dessus. Donc, si on lui dit que non, mais que ben, du coup ça le fait réagir dans le bon sens, qu'il se met à travailler comme un forcené, il est possible qu'il réussisse du coup ses études.
Les réponses fermées, oui ou non. Ce sont les réponses les plus simples à interpréter puisque justement, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est oui ou non. Pour obtenir ce genre de réponse, on utilise plus facilement un pendule. Malgré leur simplicité, elles peuvent jouer un grand rôle, dans une prise de décision, un choix à faire, facilitant ainsi le passage à l'action en passant au-dessus des doutes et des indécisions. Voilà. Je pense que le texte est assez explicite. Il est certain que quand on obtient ce genre de réponse, si on hésite entre deux options, entre deux choix, eh bien, ce genre de réponse rapide nous permet de passer plus facilement à l'action, de ne pas rester figé à pas savoir quoi faire. Ça débloque parfois certains dilemmes. Alors, ben ouais, en fait, oui, ces réponses, c'est comme une boussole que l'on nous donne pour, euh, pour savoir le meilleur chemin à emprunter. Les arts divinatoires comme boussole. Les arts divinatoires peuvent être comparés à une boussole spirituelle, offrant une orientation et une guidance dans le voyage de la vie. Tout comme une boussole aide à trouver le nord et à naviguer à travers les terrains inconnus, les arts divinatoires offrent des repères symboliques et des conseils, pour nous guider à travers les défis et les choix de la vie. Ils nous aident à trouver notre chemin dans le labyrinthe des possibilités en nous offrant des perspectives uniques sur nos situations présentes et futures. Tout comme une boussole ne décide pas de notre destination, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais nous aide à trouver le chemin pour y arriver. Les arts divinatoires ne dictent pas notre destinée, mais éclairent sur les choix et les opportunités qui se présentent à nous. Ils nous permettent de nous connecter avec notre sagesse intérieure et notre intuition, nous encourageant à avancer avec assurance et détermination à travers les défis et les incertitudes de la vie. Alors là, on voit quelqu'un sur les starting blocks. Ça illustre le passage à l'action. Alors 4, implémenter les réponses. C'est-à-dire tout simplement les mettre en application. Parce que si on obtient des réponses mais qu'on n'en fait rien, ça n'a pas d'utilité. Comment appliquer les réponses obtenues? Ôter les peurs et les blocages. Travailler sur les blessures de l'âme. Lâcher prise, planifier et oser agir. Alors, ôter les peurs et les blocages. Ôter les peurs et les blocages est un processus essentiel dans le cheminement personnel et spirituel. Ces peurs et blocages, souvent enracinés dans des expériences passées, des croyances limitantes ou des schémas de pensée négatifs,
peuvent entraver notre croissance et notre épanouissement. En identifiant et en comprenant ces obstacles, nous pouvons les confronter et les surmonter, libérant ainsi notre potentiel et notre pouvoir intérieur. Cela nécessite souvent un travail introspectif profond ainsi que des pratiques de guérison émotionnelle et spirituelle, en éliminant progressivement ces peurs et blocages. Nous ouvrons la voie à une vie plus authentique, remplie de confiance, de clarté et de possibilités infinies. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte? C'est que souvent les peurs et les blocages ne sont pas justifiés, ne sont pas, ils sont souvent, comment on pourrait dire ça, surestimés. On se fait souvent une montagne de finalement pas grand-chose. On craint des conséquences qui, en définitive, n'en sont pas réellement. Donc, franchement, bien souvent, on a plus à craindre de ne pas entreprendre une action que ses conséquences éventuelles. Travailler sur les blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, telles que conceptualisées par la psychologue et autrice Lise Bourbeau, sont des blessures émotionnelles profondes qui résultent de traumas ou de situations difficiles vécues dans notre passé. Ces blessures qui comprennent le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice ont un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Travailler sur ces blessures est essentiel pour notre croissance personnelle et notre épanouissement. En connaissant et en guérissant ces blessures, nous pouvons nous libérer de schémas de comportement et de pensées destructeurs et cultiver des relations plus saines et plus satisfaisantes avec nous-mêmes et avec les autres. Cela nécessite souvent un travail introspectif profond, un soutien thérapeutique, ainsi que des pratiques de développement personnel telles que la méditation, le pardon et l'acceptation de soi. En travaillant sur nos blessures de l'âme, nous pouvons accéder à un état de bien-être émotionnel plus profond et à une plus grande harmonie intérieure. Vraiment, quand on comprend que nos réactions, en fait, sont induites par le mal qu'une situation a réactivé par la blessure dans laquelle les propos de quelqu'un sont venus s'incruster, eh bien, on a beaucoup plus de facilité à gérer, à, à gérer nos émotions, à se comprendre et à réagir de façon beaucoup plus productive. Lâcher prise. Le lâcher prise est un processus essentiel de libération émotionnelle.
et mentale qui implique de relâcher le contrôle sur les situations, les personnes ou les émotions sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir direct. Cela implique d'accepter pleinement ce qui est sans résistance ni attachement excessif et de faire confiance au flux naturel de la vie. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou se résigner ou encore être passif, mais plutôt adopter une attitude de détachement bienveillant et de non-attachement. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons choisir comment nous réagissons face à eux. En lâchant prise, nous nous libérons du poids des attentes irréalistes, des regrets passés et des inquiétudes futures, ce qui nous permet de vivre avec plus de légèreté, de sérénité et de joie. C'est un acte de courage et de confiance en soi qui nous permet de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et de vivre pleinement dans le moment présent. Alors, comme je le dis dans ce texte, lâcher prise ne signifie pas, on va parler un petit peu crûment, mais ça signifie pas s'en foutre de tout, hein. Ça signifie pas rien à foutre de rien. Ça signifie pas renoncer à ses ambitions. Ça signifie juste d'avoir conscience qu'il y a des choses qui sont hors de notre portée, que nous ne pouvons pas maîtriser à notre échelle. Donc, il faut l'admettre et faire avec. Voilà. S'adapter, tout simplement. Planifier et oser agir. Planifier et oser agir sont deux éléments essentiels pour initier un changement positif dans nos vies. La planification nous permet de définir clairement nos objectifs, d'identifier les étapes nécessaires pour les atteindre et de nous préparer mentalement et émotionnellement aux défis à venir. Cela implique souvent de faire preuve de réflexion, de recherche et de prise de décision consciente pour élaborer un plan d'action réalisable et adapté à nos besoins et à nos ressources. Cependant, la planification seule ne suffit pas. Il est également crucial de passer à l'action. Oser agir signifie surmonter nos peurs et nos doutes intérieurs et faire les premiers pas concrets vers nos objectifs, même si cela peut sembler intimidant ou incertain. C'est en agissant que nous pouvons concrétiser nos aspirations et transformer nos rêves en réalité. Chaque petit pas en avant nous rapproche de notre vision de vie désirée et renforce notre confiance en notre capacité à créer le changement que nous souhaitons voir dans nos vies. En combinant la planification avec le courage d'agir, nous pouvons amorcer un changement positif et significatif ainsi que durable. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux dans ce texte? Eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est l'idée de se mettre en mouvement, de se mettre en action, d'agir. C'est évident que si vous restez passif, rien ne va se produire. Donc, il faut oser agir et oser agir différemment de ce que l'on a déjà fait. Parce que si c'est pour répéter, on l'a vu dans la définition des schémas répétitifs, si c'est pour répéter les mêmes erreurs, ça ne sert à rien. Je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'était reproduire sans arrêt les mêmes actions en s'attendant à un résultat différent. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Non seulement il faut se mettre en action, en mouvement, agir concrètement si on veut
que les choses changent autour de nous, évoluent, mais en plus, il faut le faire différemment de ce que l'on a déjà fait auparavant, sortir de sa zone de confort. Ça demande du courage, j'en suis consciente. Voilà, ça illustre ce dont on vient de parler. Donc, plan, c'est de l'anglais, plan, action, action. Donc, on planifie, on pose des actions et puis success. De là découle le succès, l'atteinte de nos objectifs. Les heures divinatoires, une aide précieuse à la prise de décision et au passage à l'action. Alors, les heures divinatoires offrent une aide précieuse à la prise de décision et au passage à l'action en nous fournissant des insights et des perspectives uniques sur les défis et les choix qui se présentent à nous. En se connectant avec des forces supérieures ou des intuitions profondes, ces pratiques nous guident vers une meilleure compréhension de nos options et de leurs conséquences. Les outils divinatoires tels que les cartes, les runes ou l'astrologie nous offrent des réponses symboliques et des conseils personnalisés qui nous aident à clarifier nos pensées, à écouter notre intuition et à prendre des décisions éclairées. De plus, les arts divinatoires nous encouragent à passer à l'action en nous inspirant à surmonter nos doutes et nos peurs et à prendre des initiatives concrètes pour réaliser nos objectifs. En combinant sagesse spirituelle et pragmatisme, les arts divinatoires nous accompagnent sur le chemin de la transformation personnelle et nous aident à naviguer avec confiance et clarté dans les eaux souvent tumultueuses de la vie. Alors, vraiment, je le pense sincèrement, les arts divinatoires nous permettent un certain recul, un certain détachement. On devient plus objectif sur notre situation lorsqu'on utilise un outil qui nous permet de l'analyser, de l'étudier à travers son prisme. Sans cet outil-là, on a moins de recul, moins de perspective, on a une vision moins globale de ce qui nous arrive et des tenants et des aboutissants. Donc c'est en cela que ça nous aide à y voir plus clair et à passer à l'action. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si ma méthode vous intéresse, si vous pensez qu'elle peut vous aider, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via ma page lesmissivescélestes.fr. Vous allez sur l'onglet Agenda et là, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous pour un rendez-vous découverte, pour des renseignements sur mon accompagnement individuel comme sur mon accompagnement de groupe qui s'appelle La Voix Céleste. À moins que vous ne voyiez déjà ce webinaire dans votre espace de formation de La Voix Céleste. Alors là, si c'est le cas, écoutez, j'en suis ravie. Sinon, si vous le consultez indépendamment, parce qu'il est aussi dans l'espace formation de mon accompagnement de groupe, si vous le consultez indépendamment
de cet espace de formation et que vous souhaitez y adhérer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur lesmissivescélestes.fr et également vous cliquez sur l'onglet agenda une fois que vous êtes sur cette page. Désolée pour le chien qui a aboyé. Au revoir mes petits rayons, je vous embrasse très fort. À bientôt.